Entre 1915 et 1919, plusieurs femmes célibataires disparaissent après avoir répondu à une petite annonce dans le journal. Est-ce qu'un tueur en série rôde? Celui qu'on appellera plus tard le Barbe Bleue de Gambé commet des crimes presque parfaits à l'aide de ses 90 identités. Mais ces crimes sont-ils si parfaits que ça? Ces femmes peuvent-elles réapparaître? Quelles sont les réelles motivations de ce mystérieux homme? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui dans cette nouvelle Auroria. Hey, j'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle Auroria. Cette Auroria, elle prend place pendant la période de la Première Guerre mondiale et de l'après-guerre. C'était hyper intéressant de travailler sur cette affaire parce qu'il y a tout un contexte, tout un côté historique que je n'ai pas forcément l'habitude de travailler sur des affaires plus récentes, donc c'était vraiment passionnant et je pense que vous allez apprendre pas mal de choses dans cette vidéo. D'ailleurs, si c'est le cas, que vous apprenez des choses ou juste que vous êtes content de me retrouver et que le contenu vous a plu, à la fin de la vidéo évidemment, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Et maintenant que les courageux que vous êtes confortablement installés dans le noir, c'est parti. Cette histoire débute en 1918 quand le maire de la commune de Gambé, située dans le département des Yvelines, reçoit une mystérieuse lettre. Une certaine Madame Pelat lui demande des informations concernant sa sœur qui a disparu, Anna Colomb, et qui était sur le point de se marier avec un certain Monsieur Dupont. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte, à ce moment-là, on est sur la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, le maire ignore un petit peu les lettres parce qu'il a un peu mieux à faire. La priorité pour le pays à l'époque, c'est de débusquer les potentiels espions. Une femme qui disparaît, bon, c'est embêtant, mais pas très important. Pourtant, plusieurs mois plus tard, même schéma. En 1919, Madame Lacoste écrit au maire car sa sœur Célestine s'est installée à Gambé avec un certain monsieur Frémier, mais elle n'a plus aucune nouvelle du couple et elle est hyper inquiète. Le maire se souvient alors de la lettre de Madame Pelat, il fait le lien entre les deux lettres et se doute que l'homme barbu qu'elles décrivent dans leurs écrits est sûrement le même. Il décide alors de mettre en relation les deux familles des disparus qui se rendent compte qu'avant de se volatiliser, elles ont toutes les deux répondu à une annonce matrimoniale dans le journal entre mars et mai 1915. Ainsi, une plainte contre X est déposée et c'est l'inspecteur Jules Belin qui s'empare du dossier. Le 16 mars 1919, l'inspecteur Belin se rend sur les lieux, à Gambé, et commence à interroger les habitants de la commune. Il essaye de se renseigner sur un monsieur barbu qui aurait pu être aperçu en compagnie de plusieurs femmes différentes, et un nom et une adresse reviennent souvent. Monsieur Trick, pas de mauvais jeu de mots, je commence à vous connaître. Vivant dans la villa L'Ermitage. Il y a emménagé en décembre 1915 et tous les habitants le trouvent gentil, mais en même temps s'en méfient un petit peu. Premièrement, ce monsieur se fait souvent livrer beaucoup de charbon et sa cuisinière fonctionne la plupart du temps. Et elle dégage des émanations qui ne sentent pas très bon dans tout le village. Deuxièmement, les volets côté rue sont toujours fermés et le portail est cadenassé. Troisièmement, il est toujours au bras d'une femme différente à chaque fois, évidemment. Il a même été aperçu une fois avec une femme et ses 3 chiens, mais le lendemain, il est reparti tout seul. Et malgré ces témoignages plus que suspects, eh bien l'enquête, elle fait du surplace. Monsieur Trick, qu'on décrit comme un homme propre sur lui, avec un bouc bien soigné, mais des yeux noirs et un regard perçant, et pour le moment, il n'est pas là, et Jules Belin, il n'a pas plus d'indices que ça. Le 5 avril 1919, l'inspecteur, il décide quand même qu'une enquête doit être menée. Jules Belin, c'est un homme très intelligent et un bon enquêteur car il a un excellent sens de la déduction. Encore une fois, n'oublions pas le contexte. À cette époque, l'idée de tueur en série, elle est pas très répandue. Tout ce qui est victimologie, mode opératoire, c'est pas des concepts qui sont très communs. Néanmoins, Jules Belin, lui, il fait les liens. Et donc, il est sûr qu'il y a un tueur en série dans les parages. Et comme du côté de ce mystérieux homme, ça ne donne rien, il se penche du côté de la vie des femmes disparues. Si on reprend, on sait que 2 femmes ne donnent plus signe de vie.
Madame Colomb, 44 ans, fiancée avec Monsieur Dupont, et Madame Buisson, 47 ans, fiancée à Monsieur Frémier. L'inspecteur, il comprend que s'il a raison, si un tueur en série sévit, son mode opératoire, c'est sûrement de tirer profit de la solitude des femmes, solitude qui s'est énormément répandue lors de la Première Guerre mondiale. À l'époque, il n'y a pratiquement plus d'hommes à Paris, les femmes, elles tiennent un peu le pays à bout de bras, elles n'ont plus de mari, elles deviennent indépendantes, se mettent à travailler et donc à gagner de l'argent. Et si le mobile, c'était ça, voler l'argent de ces femmes désormais seules, grâce à des petites annonces. Le 8 avril 1919, la sœur ou l'amie de Célestine Buisson, ça dépend selon les sources, pense croiser le mystérieux fiancé de sa sœur ou de son amie. Dans la rue Rivoli, à Paris, alors qu'il est au bras d'une autre femme. Elle appelle alors Jules Belin, qui lui avait heureusement laissé son numéro de téléphone, mais malheureusement, il arrive un peu trop tard sur les lieux. Comme cet homme, soi-disant Monsieur Frémillet, a été aperçu en sortant d'un magasin, la police fait réouvrir ce magasin qui avait fermé entre-temps au Lion de faïence. Le vendeur revient et puis il trouve dans les cahiers de compte du commerce que l'homme, qui s'appellerait en fait Monsieur Guillet, a fait des achats et a laissé une adresse pour se faire livrer. Il est 2h du matin et ni une ni deux, Jules Belin se rend sur place au 76 rue Rochechouart. Il surveille l'immeuble d'un certain Monsieur Guillet, soi-disant ingénieur, toute la semaine avant d'apprendre grâce à la concierge que le couple est parti en vacances pendant quelques jours le soir même, le soir où il a été aperçu. Il a peut-être senti le vent tourner ce Monsieur Guillet. Le 11 avril 1919, l'inspecteur retourne voir la concierge de l'immeuble rue Rochechouart et ça y est, elle lui annonce que Monsieur Guillet est rentré. Même à l'époque, il fallait attendre une certaine heure pour les arrestations. Donc l'action prend place le lendemain, le 12 avril 1919. Le couple est bien présent lorsque la police se présente à la porte sous un faux prétexte. La jeune femme, qui a l'air vraiment plus jeune que l'homme puisqu'elle a 25 ans de moins que lui, tombe dans les pommes avec le stress de l'arrestation de son compagnon. Donc elle tient à lui et n'a pas vraiment l'air en danger. Les inspecteurs Belin et Brandinberger, j'espère que je le dis bien, fouillent Monsieur Guillet et puis sur lui ils trouvent 2 carnets dont un qui était caché dans la doublure de son manteau. Et il a cherché à le dissimuler en essayant de le jeter par la fenêtre. Fort heureusement, un brigadier réussit à s'en emparer. L'homme est ensuite emmené au poste de police. Il déclare s'appeler Lucien Guillet et Jules Belin commence à lui demander pourquoi toutes les femmes à qui il promet un mariage disparaissent. Monsieur Guillet, évidemment, il nie tous les faits. Si elles ont disparu, ce n'est pas de sa faute. Et en plus de ça, elles ont le droit au respect de la vie privée. Donc si elles ont décidé de partir, de disparaître et que lui était au courant, dans tous les cas, il ne dirait rien. Au même moment, à son domicile, une perquisition a lieu. Et une facture de garage au nom de Henri-Désiré Landru est découverte. Les enquêteurs vont dans ce fameux garage et découvrent un amas de preuves. Des vêtements et sous-vêtements de femmes, des mannequins, des perruques et une malle contenant plein d'archives, sûrement ce Monsieur Guillet qui collectionnait un petit peu les récits de ses exploits. Jules Belin, l'inspecteur, se demande alors si ce Guillet, il s'appellerait pas plutôt Henri-Désiré Landru, le nom trouvé sur la facture. Et après une toute petite recherche, ils se rendent compte qu'ils tiennent là un homme déjà recherché par la police avec plusieurs peines de prison effectuées pour des arnaques. 2 ans de prison en 1904, 13 mois en 1906 et 3 ans de prison ferme en 1909. Pas un enfant de cœur cet homme. Et Guillet finit enfin par avouer que sa vraie identité, c'est celle-ci. Henri-Désiré Landru, né le 12 avril 1869 dans le 19e arrondissement de Paris, dans le quartier Belleville. Il a donc été arrêté le jour de son anniversaire. Et si jusqu'alors il ne donnait pas son identité, c'était par peur de se faire condamner à nouveau. En effet, il a déjà un casier judiciaire et il me semble qu'à l'époque, au bout d'un moment, je crois que c'est au bout de 3 condamnations, la 4e, en gros, t'es exilé du pays.
Ça serait donc pour éviter d'être envoyé en dehors du pays, qu'il n'aurait pas donné sa vraie identité tout de suite. La police peut donc maintenant découvrir le passé de cet homme. Henri Landru, il vient d'une famille ouvrière, sa mère est repasseuse couturière et son père chauffeur de four puis chauffeur automobile. Il s'avère que Landru, c'était un bon élève qui a eu une enfance heureuse et quand j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas un enfant de cœur, j'avais tort, puisqu'il a véritablement été enfant de chœur à l'église Saint-Louis en Lille, c'est-à-dire un enfant qui assiste le prêtre lors des messes. Landru, c'est un passionné de mécanique, et puis physiquement, il présente bien, il est propre sur lui, il ne boit pas d'alcool, il ne fume pas, il est décrit comme élégant, cultivé, il veut en fait s'éloigner le plus possible de cette image d'ouvrier. Lui, il aspire à être un noble. Quelques années auparavant, il a fait son service militaire, il est même devenu sergent, ça veut dire que quand même il était bon dans ce qu'il faisait, et puis après son service militaire, il faut savoir qu'il s'est marié avec une certaine Marie-Catherine Rémy, qui était une de ses voisines, le 7 octobre 1993, et ensemble, ils ont 4 enfants. À savoir que pour séduire sa femme, il lui avait dit qu'il était architecte, bien placé dans un cabinet, etc., etc. Alors oui, effectivement, il travaillait dans un cabinet d'architecte, mais en tant que commis. Ce qui n'est vraiment pas pareil, surtout à l'époque. On retrace un petit peu tous ses déplacements, le cours de sa vie, etc., etc. Et la police se rend compte qu'il a changé plusieurs fois de travail. Il a été donc commis d'architecte, comptable, plombier, couvreur, puis ensuite il a travaillé dans la mécanique, vu qu'il était passionné, c'est pas tellement étonnant, tout ça sans avoir de diplôme. Il ouvre des garages, etc. Mais en parallèle, il est aussi ingénieur. Il a travaillé sur une bicyclette à moteur. Et en vrai, c'est en ça qu'on voit qu'il était quand même très intelligent et assez perspicace comme homme. Puisqu'à l'époque, posséder une voiture, c'est vraiment un luxe. Très peu de familles ont une voiture. Alors la plupart des gens se déplacent en vélo dans Paris. Et lui, il le remarque. Il se demande alors pourquoi ne pas ajouter des moteurs à ses vélos afin de faciliter les déplacements. Il dépose le brevet de son invention grâce à un prototype de vélo à moteur et à essence. Il fait des expos, etc. Et grâce à ça, il réussit à arnaquer des gens en vendant ses vélos sans jamais les livrer. Je me demande pourquoi il n'est pas allé au bout de son idée, sûrement par manque de budget, parce que Landru a beaucoup manqué d'argent tout au long de sa vie, mais c'est dommage parce qu'en vrai, il tenait quelque chose quand même. Et en termes d'arnaque, il n'en est pas à son coup d'essai, puisqu'il a aussi mis en place des arnaques aux cautions. En gros, à l'époque, avant de commencer un nouveau travail, il fallait laisser une caution à son employeur pour prouver que oui, on allait bien aller travailler. Donc Landru, il promettait un travail à des gens, prenait les cautions et disparaissait. Jules Belin découvre tout ça alors que Landru est toujours au poste. Et Landru, lui, après avoir révélé sa véritable identité, il se terre dans le silence. Il s'endort même carrément lors de son interrogatoire. Il s'étale sur la table, il se met à ronfler, et fun fact, les enquêteurs attendent qu'il se réveille. À la fin de cet interrogatoire, la police ne réussit pas à obtenir d'aveu. Ce Landru est-il vraiment responsable de la disparition de Madame Colomb et Madame Buisson? Le 13 avril 1919, c'est la fin de sa garde à vue, et il refuse de signer son procès-verbal. Le juge Bonin décide tout de même d'ouvrir une instruction et de l'inculper le 14 avril 1919 pour meurtre. Il part donc en prison à la maison d'arrêt de Nantes. En attendant, la police se penche à nouveau sur les 2 carnets retrouvés sur lui lors de son arrestation. Et une partie des écrits sont codés. Il y a des listes d'achats de scie à métaux et de scie à bûches, de la comptabilité, des billets de train avec parfois 2 allées mais un seul retour. Et puis dans le second carnet, une liste de noms. Une liste contenant 11 noms, dont 2 que les enquêteurs reconnaissent. Colomb et Buisson. Ils trouvent également les annonces matrimoniales écrites par Frémillet, Dupont et les réponses à ces fameuses annonces. Ces réponses sont extrêmement bien classées selon la situation familiale des femmes et leurs revenus. En tout, c'est 283 réponses de femmes célibataires. Le jardin de Landru est également fouillé dans sa villa à Gambé et 3 cadavres sont retrouvés dans son hangar. Mais ce n'est pas ce que vous pensez, puisqu'il s'agit de 3 chiens étranglés à mort. Ça vous rappelle quelque chose? Et selon lui, qui a toujours réponse à tout, c'est une femme qu'il côtoyait qui lui aurait demandé de tuer ses chiens. Qui est cette femme? Il ne donne pas de réponse.
la vie privée, vous savez. Le 16 avril 1919, Madame Friedman se rend à la police car elle reconnaît Landru qui fait la une des journaux depuis. Selon elle, c'est l'ancien fiancé de sa sœur, Madame Cuchet Jeanne, 39 ans, disparu avec son fils André depuis janvier. Et Cuchet, c'est un nom qui est dans la fameuse liste du carnet. La presse, elle va quand même pas mal jouer son rôle dans cette affaire. Beaucoup d'articles, de photos vont paraître et ça va aider la police. Évidemment, pour les enquêteurs, Landru est coupable de plusieurs meurtres. C'est un tueur en série, c'est sûr. Mais ce qui leur importe, c'est de retrouver toutes les victimes. Et c'est en ça que la presse aidera, en relatant les faits, mais surtout en diffusant sa photo à lui. À son tour, une autre femme le reconnaît, une amie de Mademoiselle Marchadier, 37 ans, prostituée, qui aspirait à autre chose, à devenir plus noble, et qui donc avait pas mal d'argent de côté. Ce qui, vous vous en doutez, va attirer Landru. Cette Mademoiselle Marchadier, elle avait 2 chiens, mais cette amie qui a reconnu Landru dans le journal, elle avait aussi un chien malade, qu'elle avait donc confié à Mademoiselle Marchadier. Ça fait donc 3 chiens avec cette femme, et on sait maintenant d'où viennent les 3 cadavres de chiens retrouvés dans le hangar. Le 19 avril, c'est Madame Toulon qui envoie un courrier au procureur. Elle reconnaît l'homme, fiancé à sa sœur disparue, Berthe Anna Héon, 55 ans. Le 21 avril, un autre homme reconnaît Landru. C'est le fiancé d'une voisine, Marie-Angélique Guillain, 52 ans, qui était veuve et avait donc hérité de pas mal d'argent. Elle s'est évaporée après avoir annoncé à ses amis qu'elle déménageait en Australie. Dans le carnet, il n'y a pas son nom, mais le nom de sa rue, Crozatier. 7 noms parmi la liste sont identifiés. Je vous rappelle qu'il y en a 11, il manque encore 4 victimes à identifier. Les enquêteurs analysent à nouveau les papiers retrouvés chez Landru et à force de décodage, ils trouvent une 8e victime, Louise Joséphine Jaume, 38 ans, disparue depuis ses fiançailles. Elle attendait son divorce et puis elle avait rencontré un homme en attendant et elle s'était fiancée. Plus que 3 victimes à retrouver. Grâce à un agenda, ils trouvent les 9e et 10e victimes, Anne-Marie Pascal, 37 ans, et André-Anne Babelé, âgé seulement de 19 ans. Dans la liste, il reste donc un nom à identifier. Ce nom, c'est un nom de code, Brésil. Et dans la fameuse malle de Landru, il y avait un journal parlant d'une femme qui est née à Buenos Aires. Landru a confondu le Brésil et l'Argentine. Et cette femme, née à Buenos Aires, entre-temps, elle a bel et bien disparu. Elle s'appelle Thérèse Laborde Lynn et elle avait 46 ans. Toutes les victimes sont désormais identifiées. Au total, 10 femmes et un adolescent, enfant de l'une d'elles. D'ailleurs, Jeanne Cuchet et son fils André sont les premières victimes de Landru. En gros, l'adolescent faisait pas mal de vélo et puis il l'a cassé et l'a amené le faire réparer dans un des garages de Landru. C'est comme ça que Landru rencontre la mère veuve du garçon, Jeanne Cuchet. On dit que pour lui, ça a été un petit peu trop compliqué de tuer et la femme et son enfant et que c'est pour ça qu'ensuite il s'adonne aux petites annonces dans le journal et qu'il tient à mettre la main sur des femmes qui sont seules, qui n'ont pas de famille ou très peu de famille, pas beaucoup d'entourage, comme ça il est un petit peu tranquille. Et donc quand grâce à ces annonces, il trouvera des femmes qui financièrement l'intéressent, il enverra toujours la même réponse. Je voudrais un amour véritable, des sentiments qui puissent assurer un bonheur durable. Je suis assez indépendant pour vous déclarer de suite que, de mon côté, les conditions d'avoir financier ne rentreront en rien dans le choix d'une épouse. Mais je désire surtout une femme de cœur, bonne ménagère, femme d'intérieur, véritablement digne de ce nom, apportant une affection sincère, une charmante camaraderie en même temps qu'une loyale et jolie tendresse. Quel poète! Le 27 avril 1919, Landru est transféré à Paris et lors de ses interrogatoires, il continue à clamer son innocence. Il fait clairement un petit peu le malin. Pour lui, il manque des preuves et il le sait, pas de corps égale pas de mort. Et en vrai, il a un petit peu raison quand même. Donc les policiers retournent à Gambé, cette fois-ci avec un médecin légiste qui, grâce à son expertise, retrouve au fond du jardin un tas de cendres avec des morceaux d'os. Il analyse également la cuisinière de Landru et y découvre des os humains et 47 dents d'origine humaine. On est entre 187 et 295 os identifiés, dont 3 crânes, 6 mains et 5 pieds. À l'époque, malheureusement,
malheureusement, il n'y a pas encore d'analyse ADN, donc on ne peut pas réellement savoir à qui appartiennent ces ossements. Dans tous les cas, il est clair pour la police que Landru aurait brûlé les cadavres dans sa cuisinière, mais on ne sait pas comment, factuellement, il les a tués. Est-ce qu'il les a étranglés? Est-ce qu'il les a empoisonnés? Est-ce qu'il leur a tiré dessus? On ne sait pas comment il a fait. Pour les parties de corps manquantes, puisque je ne vous apprends rien en vous disant qu'un corps, c'est pas juste un crâne, des pieds et des mains, on le soupçonne de les avoir enterrés ou jetés à l'eau, puisque selon plusieurs témoins, il aurait été aperçu en train de rôder dans la forêt, puis près de l'étang des Bruyères, à Gambé. Évidemment, la brigade criminelle envoie des hommes pour fouiller l'étang, de la chair animale est retrouvée, mais pas de traces de corps humain. Lors de son séjour en prison, en attendant un procès, sachez que Landru reçoit plus de 4000 lettres de femmes, dont 800 demandes en mariage. On avait déjà parlé de ce phénomène ensemble, de la fascination amoureuse pour les tueurs en série, dans ma vidéo sur Ramirez. C'est assez hallucinant quand même, hein. Et comme quoi, ça existe depuis Perpète-les-Bains. Ce n'est pas un phénomène qui date des documentaires Netflix sur Dahmer, etc. Le juge Bonin remet à la cour un dossier de 7000 pages le 7 novembre 1921 et le procès démarre au palais de justice de Versailles. Le procès Landru, il est très connu. Déjà, il dure 20 jours et puis à l'époque, il est très médiatisé dans les journaux. Il y a même des stars qui se déplacent pour assister au procès. Et on peut expliquer cette médiatisation par le contexte, encore une fois. C'est la première grosse affaire après la guerre et ça change les idées aux gens. Je suppose pour les mêmes raisons que vous qui êtes en train de regarder cette vidéo. Landru, lors de son procès, et je rigole déjà mais vous allez comprendre pourquoi, c'est quand même un phénomène. Il se montre très fier, très orgueilleux, et puis il persiste et il signe. Pour lui, pas de cadavre égale pas de crime, et donc pas d'aveu. Il fait même rire plusieurs fois les gens dans le tribunal, il fait le mariole quoi. Il adore amuser la galerie, et quand une énième fois le public se met à rire dans la salle, le président va menacer. Si les rires continuent, je vais demander à chacun de rentrer chez soi. Ce à quoi Landru répondra: pour mon compte, monsieur le président, ce n'est pas de refus. Vous voyez le personnage. Bon, je rigole, mais c'est pas drôle, mais bon, vous avez compris. Sa dernière fiancée en date, Fernande Ségré, qui était présente lors de son arrestation, est appelée à témoigner au tribunal. Et puis, elle raconte son histoire d'amour, sa rencontre dans un tramway avec Landru, et elle dit qu'elle se sent très bête d'être tombée amoureuse de lui. Il était totalement normal, même si elle le soupçonne, elle pense qu'il a peut-être essayé de l'empoisonner à 2 reprises. L'avocat de Landru, Vincent de Moreau-Giaferi, mettra la lumière sur le fait qu'en effet, il n'y a pas de cadavre. Et pour prouver son point de vue, il dit avoir retrouvé l'une des victimes. Et elle est là, elle est derrière la porte, et elle va entrer. Évidemment, tout le monde tourne la tête pour la découvrir, et vous vous en doutez, il n'y a personne. Mais son argument, c'est que si tout le monde était convaincu que Landry avait tué toutes ces femmes, il n'aurait jamais tourné la tête. Il n'y aurait pas cru au fait que peut-être une femme était derrière la porte, si elles sont censées être toutes mortes. Ce à quoi l'avocat général répond que dans tous les cas, Landru, lui, il n'a pas tourné la tête. Après 2h30 de délibération, le verdict tombe le 30 novembre 1921. Alors à votre avis, Landru, jugé coupable ou non coupable? Je vous laisse 5 secondes pour répondre dans les commentaires. Les jurés le déclarent coupable et il est condamné à la peine de mort par décapitation. Son avocat tente le tout pour le tout et dépose un recours en grâce que le président refuse le 24 février 1922. Le 25 février 1922, Henri-Désiré Landru est exécuté par guillotine devant la prison de Versailles. Juste avant, son avocat lui demande une toute dernière fois d'avouer, puisque de toute façon, c'est trop tard là, c'est la fin. Mais si vous l'avez fait, dites-le moi. Landru lui répond alors: mon secret, c'est mon bagage. Je l'emporte avec moi. Il se fait couper la tête après avoir refusé le verre de rhum et la cigarette qu'on proposait aux condamnés à mort, et il refuse en disant que c'est très mauvais pour la santé. Vraiment un phénomène de fierté et d'orgueil jusqu'au bout. Dans le carnet du bourreau qu'il exécute, une seule note sur cette exécution: à 6h10,
temps clair. Comme je vous l'ai dit, lors de son procès, il y avait énormément de stars présentes dans la salle et lors de son exécution, je ne vous parle même pas du monde qu'il y avait. Il y avait tellement de monde qu'en fait, on ne voyait pratiquement rien. Et une théorie du complot en est née. Landru serait en fait un comédien, là pour distraire le public pendant l'après-guerre, et il n'y aurait donc pas eu d'exécution. Comme les gens n'ont pas pu voir, pour eux, il n'y a pas eu d'exécution. Comme quoi, les théories du complot, ça existe depuis hyper longtemps et on n'a pas attendu Internet comme certains aiment le dire. Vous l'aurez compris, Henri-Désiré Landru séduisait les femmes de manière subtile. On n'était clairement pas sur un gros lourd. Il écoutait et partageait réellement avec les femmes qu'il choisissait. Attention quand même, afin de mieux les voler et de les tuer. Ce que je veux dire par là, parce que je ne dis pas ça pour chanter ses louanges, c'est que son profil faisait de lui un assassin quasi insoupçonnable aux yeux de ses victimes. Et sa prestance, sa répartie lors de son procès, lui valent de nombreuses représentations dans des chansons, des BD, des livres. Et en 1963, le film Landru sort et Fernande Ségré, donc sa dernière maîtresse, sa dernière fiancée, le prend très mal et se sent diffamée. Elle obtient d'ailleurs des dommages et intérêts et puis après ça, elle part vivre au Liban et elle revient en France pour sa retraite. Mais se suicide le 21 janvier 1968, date anniversaire de sa demande en mariage faite par Landru. Encore une fois, Landru a eu énormément d'impact dans la culture populaire, et ça c'est des petites anecdotes à prendre avec des pincettes parce qu'il n'y a pas énormément de sources, vous vous en doutez, ça commence à dater un petit peu, mais j'ai entendu dans une conférence disponible sur YouTube qu'à l'époque, un cendrier avait été fabriqué avec une caricature et une phrase, qu'elle soit blonde, brune ou rousse, avec moi, elles partent toutes en fumée. Et après la guerre, des débats sont nés sur la légitimité des femmes à voter, elles qui avaient maintenu le pays en l'absence des hommes. Et bien à l'époque, il y avait une blague qui existait, puisque certains plaisantaient en disant que Landru, lui, avait remis les femmes au foyer. J'attends que ça monte. Au foyer, un feu, vous avez compris, la cuisinière, tout ça. Voilà, pour terminer avec les petites anecdotes et pour votre culture générale, sachez que l'affaire Landru permet à Landru d'être un des seuls criminels à avoir son nom dans le Petit Larousse. Et ça, ma team YouTube, c'était l'affaire Henri-Désiré Landru. Écoutez mes amis, j'espère vraiment que cette Aurhoria vous a plu. Encore une fois, moi j'ai adoré me pencher et travailler sur cette histoire. Il y a tout le contexte historique, même les petites anecdotes et tout ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc forcément, je croise les doigts pour que cette Aurhoria vous ait autant intéressé que moi. Si c'est le cas, comme d'habitude, on n'oublie pas d'exploser le compteur des likes et de s'abonner à ma chaîne YouTube. Et puis évidemment, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez l'histoire Landru. Si oui, est-ce que vous avez appris des choses dans cette vidéo? Sinon, qu'est-ce que vous en pensez? Même si on est sûr que Landru était bel et bien coupable, je trouve ça quand même dommage qu'à l'époque, il n'y avait pas les analyses ADN, etc. J'aurais bien voulu savoir comment il s'y prenait, comment ça se passait. Bon, c'est pas le côté morbide, peut-être que c'est un peu bizarre, mais en fait j'aurais bien voulu savoir quand même comment il s'y prenait, quel était son réel mode opératoire pour tuer ses victimes. Vu le personnage et ce que j'en sais, je penche plus pour la théorie de l'empoisonnement. Dites-moi ce que vous en pensez, voilà, dans les commentaires, ça sera la principale question. Quelle est votre théorie? Oui, ici c'est des commentaires tapeurs quand même. Bref, encore une fois, j'espère du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. J'étais trop contente de vous retrouver aujourd'hui, j'étais de bonne humeur, j'espère que ça s'est vu. J'ai hâte de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle Aurhoria. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!